Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, un follow-up de la visite officielle du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc. Visite, rappelons-le, à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et une visite porteuse d'une symbolique forte et d'une feuille de route pour les relations entre les deux voisins sous le signe du respect mutuel, de la confiance réciproque, de la concertation permanente et de la coopération franche et loyale. Une visite qui vient enterrer l'épisode de bruit diplomatique qui aura duré un an, presque jour pour jour. Et un chapitre nouveau avec des intérêts et des enjeux à la fois communs et complémentaires. Preuve en est la déclaration conjointe actée donc à l'issue de la visite de Pedro Sánchez et qui couvre un large spectre de volets, soit-il économique, sécuritaire, énergétique ou géostratégique, mais c'est surtout un signal fort pour les relations bilatérales à l'avenir, mais aussi multilatérales, à savoir sur le pourtour euro-méditerranéen et en Afrique, et une nouvelle approche face aux défis d'ordre conjoncturel et structurel qui interpellent l'avenir commun des deux pays. Donc pour analyser aujourd'hui les dessous de cette visite, mais aussi les enjeux de cette feuille de route et de cette déclaration conjointe, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Harhora Drissa Issaoui, analyste politique et économique. Bonsoir Drissa Issaoui, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame. Également avec nous depuis Rabat, Khalid Cherkaoui Semouni du Centre des études politiques et stratégiques. Bonsoir Khalid Cherkaoui, merci de vous joindre à nous également dans Questions d'actu. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bienvenue messieurs. Alors tout d'abord, je vais faire un tour de table sur votre commentaire ou vos commentaires respectifs sur cette visite et sur cette déclaration du président du gouvernement espagnol qui salue le rôle déterminant et constructif du souverain. Je commencerai avec vous, Nabil Adel, une réaction et un commentaire sur cette visite officielle de Pedro Sánchez au Maroc, et surtout inédite. Il y a deux niveaux d'analyse, si vous permettez, Madame Hassan. Il y a d'abord le fond et la forme. Alors, on va commencer par la forme. Donc d'abord, il y a une visite de travail, un accueil à l'aéroport par le chef du gouvernement, ensuite une invitation à Iftar. Ça montre un petit peu la chaleur des relations. Le souverain a fait un geste vis-à-vis de l'Espagne, et donc là, ça montre que nous sommes sur un chemin de retour à des relations normales, même si moi, j'ai mis une réserve sur la fin de la brouille. Il faut attendre un peu pour voir quel est le degré de sérieux de l'Espagne cette fois-ci sur ces relations. Maintenant, au niveau du fond, vous avez deux éléments. Vous avez une déclaration d'intention, vous avez une feuille de route. La déclaration d'intention trace les grandes lignes de l'esprit dans lequel s'inscrit ce retour à des relations normales, on va dire. Et puis, vous avez une feuille de route qui correspond à un programme et un plan d'action beaucoup plus détaillé entre les deux parties et qu'on peut activer, et où il y a des jalons, et où il y a même des dates. C'est inédit, on parle de 3 mois pour le comité de suivi. Donc là, ça montre qu'au-delà de la déclaration d'intention qui a un caractère global, nous avons une feuille de route qui a un caractère plus précis et qui structure les relations maroco-espagnoles. Absolument. Nous allons revenir bien sûr sur les détails de cette feuille de route, cette déclaration conjointe actée donc par les deux parties. Je me tourne à présent vers Khalid Cherkaoui Semouni, aussi du Centre des études politiques et stratégiques. Un commentaire sur les enjeux de cette visite. Nabila Adel parlait du fond et de la forme. Est-ce que aujourd'hui le chapitre de la brouille diplomatique, selon vous, est derrière nous, après cette visite hautement symbolique? Je considère la visite du président du gouvernement espagnol est un tournant historique des relations entre les royaumes du Maroc et d'Espagne, inaugurant une nouvelle étape basée sur la transparence, le respect mutuel et le dialogue permanent. Cette visite succède la décision du gouvernement espagnol reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le 18 mars
le chef du gouvernement espagnol a adressé une lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI par laquelle il exprime la reconnaissance ou bien le soutien de l'initiative marocaine d'autodétermination de 2007, une initiative crédible, sincère. Donc, dans ce contexte, cette visite a eu lieu qui va permettre les deux pays de consolider les relations bilatérales et dans un cadre d'un partenariat qui va comprendre des volets économiques, culturels et sécuritaires, sachant qu'il y avait des relations entre les deux pays historiques et exemplaires à tous les niveaux. Donc cette visite va renforcer ces relations bilatérales dans le cadre, comme j'ai dit, de transparence, de respect mutuel. Très bien, Drissa Issaoui, un commentaire et aussi un commentaire par rapport aux réactions, notamment à l'international, pour ne citer que la presse française par exemple, qui parle d'une réconciliation, je cite, historique, ou encore presse africaine, en l'occurrence Jeune Afrique, Pedro Sanchez, chronique d'une inflexion idéologique. Donc, et ces déclarations conjointes un peu cristallisent ce repositionnement espagnol vis-à-vis, bien sûr, du voisin, mais aussi vis-à-vis de la question nationale, en attestant de l'importance du Sahara marocain pour le Maroc. C'est une visite qui va devenir un point important dans l'histoire récente et même ancienne entre le Maroc et l'Espagne. Le fait d'abord, c'est le résultat d'une volonté politique exprimée par celle du roi Mohamed VI et celle du chef du gouvernement espagnol. De toutes les manières, c'est la société politique espagnole qui a joué ce rôle, et de toutes les manières, le parti travailliste a toujours eu des attitudes, on va dire, totalement positives par rapport au Maroc, parce qu'ils comprennent le rôle que peut jouer un voisin tel que le Maroc, parce qu'en fait, ce sont des relations qui ont été toujours marquées par des va-et-vient du flux et du reflux entre le Maroc et l'Espagne. Si on veut revenir un peu à l'histoire plus ou moins proche des deux pays. Mais aujourd'hui, je pense que le chef de l'exécutif espagnol a considéré que rétablir cette relation, la rendre opérationnelle et travailler dans ce sens-là est quelque chose d'important pour l'Espagne. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de gérer des relations à l'international qui vont être importantes pour le Maroc et pour l'Espagne, mais surtout, c'est une relation que le Maroc essaie d'inscrire dans l'avenir avec beaucoup de sérieux, beaucoup de sérénité, et surtout considérer que l'avenir des deux pays est lié. Parce qu'effectivement, c'est un avenir qui est lié et on ne peut pas penser que le Maroc va pouvoir avancer sans penser à son voisin espagnol, et les Espagnols l'ont compris. Alors le fait d'avoir cette visite aujourd'hui est quelque chose d'important, de stratégique, et véritablement qui marque le point de départ d'une nouvelle relation qui aura très certainement des résultats extrêmement structurants par rapport à la politique étrangère marocaine et par rapport à ce que le Maroc peut faire avec l'Europe. Très bien. Bon, alors, je vais revenir avec vous, Nabila Adel, si vous le permettez, sur cette réflexion que vous avez eue tout à l'heure. Elle est, quelque part, elle est justifiée dans le sens où, effectivement, l'initiative
ou l'appui de Pedro Sanchez à l'initiative marocaine concernant le Sahara, concernant le plan d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc, eh bien, elle fait débat. Elle, bien sûr, c'était prévisible qu'elle crée le débat au sein même de la scène politique espagnole, voire même au sein du Parlement, les élections étant prévues pour l'année prochaine, si effectivement il y aurait changement à la tête du pays. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient prendre un autre tournant où effectivement avec ce qui a été acté, et notamment dans cette déclaration conjointe, c'est un nouveau traité de l'amitié qui est difficilement ébranlable compte tenu de tous les points importants qui ont été actés dans la déclaration conjointe? Oui, vous avez parfaitement raison. C'est la raison pour laquelle j'ai commenté le fond et la forme. Aujourd'hui, je ne vois pas un nouveau gouvernement revenir à un chapitre de brouille et risquer tous les acquis que l'Espagne a avec le Maroc. Je rappelle que le Maroc est le deuxième partenaire de l'Espagne en dehors de l'Union européenne, juste après les États-Unis. Une position que n'ont même pas des pays d'Amérique latine. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles présentes au Maroc, à peu près 1 millier, mais des entreprises qui entretiennent des relations commerciales avec le Maroc, c'est plus de 19 000 entreprises. L'Espagne est la troisième communauté étrangère au Maroc après la communauté française et algérienne. Donc vous avez tellement de relations qu'aucun gouvernement ne pourrait s'aventurer à mettre tout ça en jeu. D'autant plus que l'année où il y a eu cette tension diplomatique entre le Maroc et l'Espagne s'est traduite par un coût économique relativement élevé pour le voisin ibérique, notamment en termes d'opération Marhaba, en termes de coopération sécuritaire, en termes de coopération sur des migrations. Donc aujourd'hui, la carte du Sahara est aujourd'hui un dossier qui est plié. Les observateurs s'accordent à le dire, c'est un dossier qui est plié. Maintenant, ce que nous sommes en train de gérer, les suites de ce dossier. L'Espagne sait que ce n'est plus une carte gagnante que d'avoir à gêner le Maroc sur ce dossier. Le Maroc est en train de récolter la reconnaissance de puissants de ce monde et l'Espagne risque de perdre la position confortable qu'elle a au Maroc en tant que deuxième partenaire ou premier au gré des années, au profit d'autres puissances qui vont avoir une position beaucoup plus franche et qui risquent de détrôner l'Espagne sur le marché marocain. Donc je pense que même un gouvernement radical qui viendrait en Espagne réfléchirait à 2 fois avant de remettre sur le devant un dossier qui est en train d'être clôturé par tout le monde et qui n'apportera aucun dividende, ni économique, ni géopolitique au gouvernement qui va revenir sur cette décision. Je rappelle qu'aujourd'hui, la carte économique est une carte qui est très forte. Bien sûr. Et rien que le fait de ne pas avoir permis à l'Espagne de l'organisation de l'opération Marhaba a eu l'effet d'un cataclysme économique sur tout le sud de l'Espagne. Et les Espagnols ne vont pas comprendre, si jamais un gouvernement revient sur cette décision, qu'est-ce qu'il va en tirer comme profit. Il va juste s'aliéner un pays qui est solide, et revivre un chapitre de tension pour ne gagner aucun profit puisque le dossier est de toutes les manières en train d'être plié. Donc l'Espagne gagnerait à prendre une position de leader maintenant et ne pas perdre tous les avantages que le Maroc est en train de mettre en place au Sahara avec le développement du grand pôle d'industrie. Quelques mois de retard d'une puissance sur ce dossier risque de mettre des années à être rattrapé si jamais une puissance se positionne. Donc je pense que l'Espagne a compris le tournant géostratégique de cette question. Et c'est la raison pour laquelle est-ce que vous pensez que, bon, alors quand on dit l'Espagne, bien sûr, il y a cette décision, n'est-ce pas, de Pedro Sanchez, il y a eu aussi des réactions, et la toute récente, la toute dernière, celle du député issu de Ciudadanos, qui parle, je cite, du Front Polisario, en le comparant à l'État, à l'organisation terroriste basque, donc, et ils ne peuvent pas continuer de soutenir des groupes terroristes comme le Front Polisario. Ce n'est pas quelque chose que cette chambre, à savoir donc la chambre basse du Parlement espagnol, devrait tolérer. C'est une inflexion dans le positionnement de Ciudadanos, notamment vis-à-vis du Maroc. Selon vous, Nabila Adel?
Non, mais c'est une réflexion de toute l'Espagne. Attention, parce qu'aujourd'hui, tout gouvernement qui voudrait revenir à un soutien du Polisario risque d'avoir des questions orales au Parlement. Pourquoi vous soutenez un groupe qui a tué des Espagnols? Et donc, il aura intérêt à avoir de bonnes réponses en face. Donc, aujourd'hui, les mots ont leur importance. Et la brèche commence toujours petite. Je pense qu'il y a une digue qui est tombée en parlant ouvertement au sein de la représentation espagnole du Polisario comme un groupe terroriste. Croyez-moi, les langues vont se délier. Et aujourd'hui, même l'opinion publique espagnole s'est détournée de ce dossier. Après les multiples scandales d'accusations de bonne batoche sur des affaires de viol, sur des affaires de torture, sur des affaires de violation des droits de l'homme, les détournements des aides humanitaires, la situation catastrophique des séquestrés de Tindouf, elle détourne l'opinion publique espagnole de la sympathie qu'elle avait pour ce mouvement. Et aujourd'hui, soutenir un tel mouvement aura un coût politique extrêmement élevé parce qu'il faut justifier à l'opinion publique espagnole que nous soutenons des gens qui ont tué des Espagnols, un groupe dont le leader est recherché par la justice espagnole, et puis surtout d'un groupe qui séquestre des dizaines de milliers de civils dans des conditions moyenâgeuses. Donc je ne pense pas qu'un gouvernement puisse mettre tout son crédit politique au soutien d'une cause qui, de toutes les manières, est en train d'être pliée. Donc je pense que même l'Algérie a compris que le dossier est en train d'être plié. Et donc je ne pense pas que l'Espagne s'aventurer, ou aucun gouvernement espagnol s'aventurer à revenir sur cette décision. Comment vous... bon alors, Drissi Aissaoui, Nabil Adel vient de dire que l'Algérie a compris que le dossier était plié, alors que, rappelons-le, depuis le 18 mars, Alger a rappelé son ambassadeur à Madrid et commence même à poser des menaces par rapport au gaz qu'elle exporte vers l'Espagne, et ça c'est une autre histoire parce que effectivement les Espagnols ont su diversifier les sources d'approvisionnement de leur gaz pour ne pas trop dépendre non plus du gaz algérien. Cette question de dépendance énergétique qui se pose aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais en tout cas, c'est cet isolement un peu de l'Algérie et puis des réactions qui sont contradictoires. Alors que les faits sont là, on continue, n'est-ce pas, d'agir de telle sorte à ce qu'on montre qu'on n'est pas, que Alger n'est pas content de la position espagnole aujourd'hui, alors qu'une grande frange même de la scène politique espagnole appuie cela. Comment les choses devraient prendre, quelle tournure devraient prendre les choses du côté algérien après cette visite, selon vous, Drissi Aissaoui? À mon avis, il faudrait relire les 16 points qui constituent la déclaration commune entre l'Espagne et le Maroc. Mais moi, je vais revenir sur la chose qui dit que l'Espagne a fait un choix stratégique réfléchi sur le rétablissement, le retour à la normale des relations entre Madrid et Rabat. Et ce retour, de toute manière, il ne faut pas prendre en considération que peut faire l'Algérie ou ne fait pas. Parce que l'Algérie, depuis un moment, avec, disons, le groupe de militaires qui la dirige, sont en train de prendre des initiatives qui n'ont aucun sens, que ce soit pour le Sahara, que ce soit pour leur pays, pour l'opposition chez eux, ou en fin de compte, même l'exportation des produits pétroliers. Absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de confiance dans ce que peut faire l'Algérie. Donc, l'Algérie n'est plus un chiffre important dans l'équation maghrébine, dans l'équation du sud de la Méditerranée, et je pense que les Espagnols ont compris cela. C'est pour ça qu'ils sont revenus vers le Maroc avec force. Et je ne sais pas, tout à l'heure, mon ami a parlé de forme et de fond. Effectivement, c'est une visite où il faut faire très attention à ce qui se passe au niveau de la forme. Disons, la salle royale dans laquelle les entretiens ont eu lieu avec les responsables espagnols et les membres du gouvernement marocain, et qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la salle? Il y a, si vous voulez, ce schéma de la famille royale qui remonte jusqu'au prophète Sidna Mohammed. Et de toutes les manières, la présence d'un tel document sur le fond,
c'est extrêmement important. Je pense que les Espagnols ont dû aussi faire parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parler avec un pays qui a pratiquement, aujourd'hui, on est en train d'entamer le 13e siècle d'existence en tant qu'État. Je dis bien en tant qu'État, 13e siècle. On a fait les 12 et on rentre dans cela. Alors, les Espagnols le savent. Ils savent très bien que les Marocains et le Maroc, c'est un partenaire avec lequel il faut compter, avec lequel il faut travailler et il faut surtout l'aider à rester équilibré dans ses positions. Et c'est ça le plus important. Alors, on a parlé tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui a soulevé la question de l'opération Marhaba. L'opération Marhaba est une opération qui permet aux autorités espagnoles et à l'association, disons aux associations et à la société civile espagnole de se mobiliser pour recevoir des Marocains. Et ça crée un lien indéfectible entre les citoyens marocains et les citoyens espagnols. C'est extraordinaire. Mais quand on regarde ce qui a été engagé comme réflexion, nous sommes sur une réflexion de moyen et long terme. On n'est pas dans une conjoncture qui va passer et on va passer à autre chose. Non, on est en train de rétablir les choses dans un espace d'équilibre. Et nous avons la question, les questions migratoires, par exemple. On a posé le problème de manière fondamentale. On sait qu'aujourd'hui et demain, on va gérer la question migratoire avec le maximum de moyens pour justement aller de l'avant. Alors, comment on peut aller de l'avant? Écoutez, en respectant les intérêts du Maroc, les intérêts de l'Espagne, les intérêts de l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Le Maroc dispose d'un statut avancé avec l'Union européenne et c'est grâce à l'excellence des relations que le Maroc avait avec l'Espagne qu'on a pu avoir cela. Rappelez-vous les traités de pêche. Rappelez-vous tout ce que l'Espagne fait avec le Maroc sur le plan de la coopération économique. Et surtout maintenant, on va ouvrir un autre chapitre, celui de l'immigration et la question migratoire, qui est une question importante et stratégique. Le Maroc Elle sera relancée et renforcée, justement. Elle sera relancée, absolument, le groupe permanent hispano-marocain. Quel est le rôle de ce groupe permanent hispano-marocain sur la migration, qui devrait se réunir prochainement de C'est un rôle important. Pourquoi? Parce que la question migratoire ne peut pas être gérée de manière administrative ou une seule fois pour toutes. Non, il faut créer un groupe qui doit observer ce qui se passe sur le terrain, qui sont les gens qui viennent, comment ils viennent, quels sont leurs intérêts, quels sont leurs problèmes, et on essaie de les résoudre à l'origine. Le Maroc a pris des initiatives qui sont saluées par l'ensemble des nations à l'international, et aujourd'hui, c'est-à-dire pour la réception, pour l'accueil et pour la gestion des relations avec les migrants africains qui viennent de l'Afrique subsaharienne, mais ce n'est pas un nombre aussi important qu'on le laisse parler, si vous voulez, les médias européens. Non, le Maroc a fait en sorte de rendre la question migratoire dans sa dimension humaine, dans sa dimension acceptable, qui peut être gérée de manière intelligente par les deux parties de la Méditerranée. Absolument. Une réaction peut-être là-dessus, Khalid Cherkaoui Smouni, sur ce volet stratégique qu'est la migration et les aspects de coopération dans ce sens, entre le Maroc et l'Espagne. Premièrement, je dois mentionner que le Maroc et l'Espagne sont conscients de l'ampleur et de l'importance des liens qui les unissent et ainsi les aspirations des deux peuples pour la sécurité, la stabilité et la prospérité. Deuxièmement, le Maroc est un partenaire stratégique de l'Espagne en matière de gestion de migration globale ou en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, le Maroc est un partenaire fiable en Afrique pour l'Espagne, pour gérer mieux le flux migratoire
ainsi de donner son expertise en matière de lutte contre le terrorisme pour l'Espagne. Et donc, il y a des occasions que le Maroc a aidé l'Espagne en matière de lutte contre les groupes terroristes. Dans ce sens, le partenariat doit englober le volet sécuritaire. C'est un volet très très important en matière de gestion aussi de la migration non légitime. D'autre part, le Maroc, la position géographique du Maroc par rapport à l'Espagne représente un acquis. Certes, le Maroc lie les deux, l'Espagne et l'Afrique. Donc, même l'Espagne ne pourrait pas faire des investissements pour réussir ces investissements en Afrique sans un partenariat avec le Maroc. Donc la position géographique du Maroc va renforcer même les partenariats entre l'Espagne et les pays d'Afrique. D'autre part, donc, le Maroc gère mieux les flux migratoires, surtout les migrants qui viennent des zones subsahariennes, qui se dirigent surtout en Espagne. Donc, le Maroc, dans le cadre du traité de 1991, il a beaucoup déployé d'efforts. L'Espagne reconnaît les efforts déployés par le Maroc. Ainsi, l'Espagne défend ces efforts du Maroc à l'intérieur de l'Union européenne pour renforcer même la confiance entre les deux pays. Je pense que cette visite va ouvrir des horizons d'un partenariat durable, d'un partenariat fiable dans le cadre du respect mutuel entre les deux royaumes. Nabil Adel, oui, là, je voulais juste par rapport à l'Espagne a publié l'accord qui a été signé en 2019 justement qui porte sur l'immigration et la criminalité et le terrorisme. Il y a cette question d'immigration, bien sûr, mais il y a aussi cette question de délimitation de l'espace maritime qui figure dans les 16 points, comme l'évoquait à juste titre tout à l'heure les 16 points de cette déclaration conjointe qui a été actée à l'issue de la visite du président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez. Un comité conjoint pour des avancées concrètes, pour citer les termes de cette déclaration. Que signifie cela? Et notamment sur ce dossier très épineux qu'est celui de la délimitation de l'espace maritime. Encore une fois, en matière de relations internationales, vous avez toujours les deux éléments qu'on analyse, c'est le fond et la forme. Alors ça montre que vous avez affaire à un partenaire qui ne se contente pas que de slogans, mais qui a la volonté d'inscrire les déclarations des dirigeants des deux pays dans un cadre de mise en œuvre précis, avec un calendrier, avec des équipes qui se réunissent pour discuter. Maintenant, sur la question particulièrement de la délimitation des eaux territoriales, je pense que maintenant, le dialogue se fera dans un esprit plus serein, qui prend en considération les intérêts des uns et des autres, et qui prend surtout en considération la nouvelle position de l'Espagne sur la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Donc je pense que tous ces éléments vont faire que le dossier sera traité d'une manière plus apaisée, où il y aura moins de tensions, chacun va défendre ses intérêts et son précaré, mais on aura moins de tensions sur ce sujet qu'aurait pu être le cas si on avait entamé une discussion alors que les relations avaient été tendues. Maintenant, si vous permettez rapidement, Madame, allez-y, je voulais juste revenir
Je voudrais juste revenir sur la partie qui est liée à l'Algérie pour bien expliquer aux téléspectateurs la position d'Algérie. Aujourd'hui, je maintiens, l'Algérie sait que le dossier est plié. Quand vous avez les États-Unis, l'Espagne, la France, l'Union européenne et tous les pays arabes et une bonne partie des pays africains qui ont ouvert... Alors justement, vous avez parlé de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez, justement, de par le poids de l'Espagne, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un quelconque impact? Certainement, mais comment? Quel impact, justement, sur l'UE? Est-ce que l'UE va suivre en reconnaissant le plan d'autonomie proposé par le Maroc, comme l'a fait l'Espagne, clairement, surtout, hein, on parle de clarté dans les déclarations. Oui, Nabil Adel. Vous avez l'Espagne, l'Allemagne et la France. Oui. Qu'est-ce qui reste dans l'Union européenne? À part c'est vraiment, on parle des piliers de l'Union européenne qui ont une position qui est aujourd'hui ouvertement en faveur du Maroc. Donc comme j'ai dit, l'Algérie sait que le dossier plie. Maintenant, ces réactions sont des réactions de quelqu'un qui veut augmenter les enjeux pour améliorer sa position dans les négociations. OK? Parce qu'aujourd'hui, avec la déclaration de M. Omar Hillel sur les réfugiés de Tindouf, et que nous, on ne reconnaît que ceux qui sont issus du comptage de 1974, le reste va devenir un problème algéro-algérien. Et là, l'Algérie comprend que l'accélération du mouvement de l'histoire est en train de lui échapper. Le problème en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas de projet politique en face. Ils n'ont pas une offre politique en face. Ils sont restés campés sur une position. Alors, et ils se sont piégés eux-mêmes. Maintenant, s'ils reconnaissent la supériorité de l'offre marocaine, comment vont-ils justifier les 500 milliards de dollars et les 45 ans d'enlisement dans ce conflit? S'ils se maintiennent dans le déni, vous avez de plus en plus de pays qui reconnaissent la supériorité de la position marocaine. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une nouvelle génération en Algérie pour gérer intelligemment ce dossier, l'Algérie va rester dans le déni, elle va rester dans l'isolement, mais le dossier est en train d'avancer. Vous ne pouvez pas avoir la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, tout le monde arabe, une bonne partie des pays africains qui ont ouvert des consulats au Maroc, et même dans les Amériques, qui soutiennent la position du Maroc, et même les résolutions de l'ONU, du Conseil de sécurité, qui parlent du plan d'autonomie comme base de négociation, il n'y a aucun retour en arrière. Donc les Algériens, au moins ceux qui réfléchissent encore au sein de la classe dirigeante, savent que c'est un dossier qui est plié. Maintenant, le Maroc, pour revenir à votre question, le Maroc a des ambitions non plus d'intégrité territoriale pour laquelle il n'y a plus de discussion, comme l'a rappelé Sa Majesté. Maintenant, nous voulons mettre un coup d'accélérateur à notre développement économique en cherchant des relations plus équilibrées. Et là, l'Espagne pourrait jouer un grand rôle parce que le Maroc est certes une destination importante des investissements étrangers espagnols, mais qui reste en deçà de la position géographique du pays et de ce que nous pouvons faire. Le Maroc, aujourd'hui, représente moins de 1% des investissements espagnols dans le monde. Aller vers un niveau de 5% n'est pas inenvisageable. Aujourd'hui, vous avez à peine quelque chose comme 800 à 1 million de touristes espagnols, enfin d'origine espagnole, qui viennent au Maroc, alors que l'Espagne exporte chaque année quelque chose comme 15 à 18 millions de touristes. On peut avoir au moins 2 ou 3 millions de touristes espagnols. Donc le Maroc parle plutôt de ces sujets, des sujets d'environnement, des sujets de transition énergétique, des sujets économiques, développement durable. Justement, il y a aussi beaucoup de présence. Il y a cette attestation de l'importance du Sahara marocain, donc pour le Maroc, comme l'a déclaré le président du gouvernement espagnol. Il y a aussi l'importance des provinces du Sud pour l'investissement espagnol, notamment dans les
durables, et notamment dans les projets et d'énergie verte, mais aussi de projets durables dans l'agriculture ou encore la pisciculture. Donc aujourd'hui, il y a clairement un positionnement aussi de l'investissement espagnol dans nos provinces du Sud. Vers quel secteur, outre les secteurs classiques, vers quel secteur ces investissements sont-ils amenés à se diriger? Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, l'une des raisons qui ont fait que les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur cette province du Sud, c'est qu'on veut faire de cette façade atlantique un hub de développement régional comparable à ce qu'on peut voir à Dubaï ou au Qatar. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui ont été entrepris par le Maroc dans ces provinces qui ouvrent un champ considérable d'investissement. Donc vous avez tout ce qui est portuaire, et donc avec tout le commerce international autour, vous avez tout ce qui est lié aux énergies renouvelables, vous avez tout ce qui est lié au tourisme, vous avez tout ce qui est lié aux projets d'infrastructure. Donc tous ces éléments font que chaque mois de retard par l'Espagne risque de mettre des années à être rattrapé si jamais d'autres puissances s'y mettent. C'est pour ça que l'Espagne a accéléré la cadence, parce qu'elle a une position historique favorable avec le Maroc, mais qu'elle peut perdre très rapidement si d'autres acteurs, l'Allemagne, les États-Unis, la France se positionnent. Donc c'est la raison pour laquelle l'Espagne a pris cette décision, au risque de s'aliéner à un aussi grand partenaire que l'Algérie, mais elle a lu correctement le sens de l'évolution des événements, et aujourd'hui, on parle de Dakhla, on parle de Laayoune comme deux pôles de développement très importants dans les provinces du Sud, qui peuvent avoir un avenir très, très, très important, surtout avec les annonces d'investissements américains de l'ordre de 3 milliards de dollars. Donc, tous ces éléments font que c'est une course où toute puissance qui marque le pas risque de se retrouver derrière par les autres. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez l'Allemagne qui a accéléré la cadence, l'Espagne qui a accéléré la cadence, les États-Unis qui ne ratent aucune occasion pour confirmer leur position, la France qui est sortie pour saluer, pour rappeler son soutien à la proposition d'autonomie. Et croyez-moi, madame, les semaines et les mois à venir vont ramener beaucoup plus de positions favorables. Mais les plus importantes, n'oublions pas que la position espagnole est la position la plus importante de toutes, parce que nous parlons d'une partie qui est directe dans le processus, une partie qui est reconnue à aujourd'hui par l'ONU comme l'autorité administrative. Donc, tous ces éléments font que les grandes puissances sont en train de revoir leurs cartes, et croyez-moi, dans quelques mois, vous allez avoir beaucoup plus de soutien affiché à la position marocaine, et on va tourner ce sujet pour parler de développement et de croissance économique. Très bien. Driss Aissaoui, peut-être quelque chose à ajouter sur ce volet économique et sur cette question aussi de délimitation de l'espace maritime, avant qu'on passe aussi aux Marocains qui vivent en Espagne. Ils sont au nombre de 800 000, et l'avenir des conditions de vie de ces 800 000 Marocains qui vivent en Espagne. Alors, le Maroc et l'Espagne, ils ont déjà une plateforme de coopération qui est établie, que ce soit de manière bilatérale ou dans le cadre du partenariat en tant que pays partenaire des deux rives de la Méditerranée. Et aujourd'hui, l'évolution du dossier du Sahara a fait que le Maroc est véritablement sur une autre plateforme. Il n'est plus dans la logique de ce que faisaient les militaires algériens, etc. Aujourd'hui, je pense que mon ami vient de l'expliquer, l'Algérie, il n'y a pas une offre politique qui permet à l'Algérie de jouer un autre rôle que celui qu'il jouait il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, ils sont obligés de rebattre leurs cartes, d'aller de l'avant et d'expliquer que les Algériens peuvent faire autre chose de ce qui se fait comme aujourd'hui. Maintenant, la coopération, elle va se faire. Il y a un potentiel extraordinaire qui est en train de se faire au niveau des provinces sahariennes. On a parlé de Dakhla, on a bien sûr, il y a le port atlantique de Dakhla qui est extraordinaire et qui va ouvrir de grandes possibilités. Il y a Dakhla en elle-même en tant que territoire d'investissement. C'est ce qui va se faire est véritablement au-delà de tout entendement.
Alors, les Espagnols ne veulent pas être absents de ce gâteau, parce que effectivement, pour l'avenir, c'est un véritable gâteau, parce qu'il faut trouver un moyen d'investir. Et le chef du gouvernement espagnol, c'est un économiste. C'est quelqu'un qui connaît un peu toutes les vicissitudes de l'acte d'investir. Donc, il ne peut pas aujourd'hui passer à côté de cela. Et je pense que même au sein des familles politiques espagnoles, on ne pourra pas lui dire « attendez, qu'est-ce que vous allez faire ?» etc. Non, c'est impossible. Aujourd'hui, l'opportunité, celle de monter dans le bateau que le Maroc a pu affréter, c'est celui du développement, c'est celui de l'intégration de toutes les solutions qui sont possibles aujourd'hui, et que finalement, c'est les partenaires qui sont là qui vont pouvoir aller de l'avant, mais malheureusement, les autres pays, particulièrement l'Algérie, ne sont pas du tout dans la logique que permettent ces solutions. Et finalement, on ne peut pas réfléchir à la question de qui va conduire le changement. Le Maroc a choisi son camp. Il a choisi justement son approche, et on ne peut pas le faire revenir en arrière. Les Américains ont été très clairs, et les visites du secrétaire d'État américain aux affaires étrangères en Algérie et au Maroc a été très claires aussi, parce que même les Algériens, ils ont joué un rôle important à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est ce qu'il y a dans la déclaration commune entre le Maroc et l'Espagne. Et je pense que ces délais de 3 mois, alors justement, ça rend vraiment les choses concrètes, avec bien sûr un comité en charge de la mise en œuvre de la déclaration conjointe qui a été signée donc hier à l'issue de la visite officielle de Pedro Sánchez. Un comité sera mis en place dans un délai de 3 mois. Donc c'est quand même qu'il y a une forte volonté, bien sûr, en plus d'autres comités déjà existants qui vont être relancés et redémarrés. Drissa Issaoui. Oui, bien sûr. Vous savez, de toutes les manières, aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de pouvoir travailler en dehors de ça. Il y a le comité qui va faire le suivi de la déclaration commune que les Marocains et les Espagnols ont adoptée. Alors, ce comité, bien entendu, il va être composé de tous les responsables qui ont quelque chose à dire sur ce dossier. Le ministère de l'Intérieur, les gens de la sécurité, les affaires étrangères et les responsables techniques au niveau des ministères. Le commerce, l'industrie, tout le monde sera dans ce comité, et on verra avancer les choses de la manière la plus rapide. Vous savez, le Maroc a donné des exemples. Les changements, la mise à niveau urbaine, par exemple, au niveau d'un certain nombre de villes. Comment pouvez-vous espérer que le Maroc ne puisse pas agir, alors qu'aujourd'hui, il a ce qu'il faut pour pouvoir parler, pour pouvoir agir justement dans le meilleur des sens, dans les meilleures conditions. Et les Marocains vont pouvoir le faire, et ils ont tous les outils pour le faire. Très bien. Quand cet appel a été lancé par le binôme Madrid-Rabat, c'est un appel qui sera entendu et il sera suivi. Je vous assure que on aura l'occasion de revenir sur ça et de dire effectivement, après la visite du chef du gouvernement espagnol, nous avions dit que ça allait marcher, et effectivement c'est en train de marcher et de donner des résultats réels et concrets. Très bien. Peut-être un dernier tour de table. Je m'adresse à Khalid Cherkaoui Smouni, justement, par rapport aussi à ce volet éducation, formation professionnelle en l'occurrence, et enseignement supérieur, qui seront prioritaires dans cette nouvelle étape, en sachant bien sûr que côté éducation, l'Espagne est fortement représentée au Maroc, que ce soit à travers les écoles, mais aussi les instituts de formation. J'ai envie de vous dire aussi, sur le volet formation professionnelle, comment atteindre
un certain équilibre dans les relations. Et en l'occurrence, on connaît le besoin de l'Espagne en main-d'œuvre qualifiée qui pourrait venir du Maroc. Mais alors, comment préparer le terrain pour cela à travers justement cet engagement dans la déclaration commune à l'issue de la visite officielle de Pedro Sánchez? Donc, on doit citer qu'il y avait des coopérations entre les deux pays en matière d'éducation, en matière culturelle, en matière formation professionnelle. Mais ce partenariat va être renforcé dans le sens qu'il sera bien développé. Surtout qu'il y en a des Marocains, un nombre très important des Marocains résidant en Espagne qui pourraient bénéficier des formations. Ainsi, il y a aussi des Espagnols qui viennent au Maroc, soit en tant que travailleurs, soit en tant qu'investisseurs. Donc, le partenariat dans le cadre de la formation professionnelle, ça sera une priorité à l'avenir. Surtout que l'Espagne peut exporter son expertise en la matière pour renforcer le volet de la formation ici au Maroc. Mais surtout, le point essentiel dans le partenariat, c'est le point culturel. Donc, comme vous savez, il y avait des relations historiques entre le Maroc et l'Espagne en matière culturelle. Surtout qu'il y a des ressemblances traditionnelles, des ressemblances ethniques, des ressemblances entre les deux pays. Ça pourrait renforcer la communication culturelle, renforcer aussi même les autres volets de l'éducation, de l'enseignement, ainsi la formation professionnelle. Très bien. Dernière question, Nabil Adel. Une dernière question sur ce 15e point de la déclaration commune. Je citais tout à l'heure ce traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération qui a été signé en 1991 sur la base des principes, des paramètres et des priorités qui devront guider les relations bilatérales dans les années à venir. Il sera mis à jour. Est-ce qu'on peut mettre à jour un traité d'amitié et de bon voisinage ? Oui, bien sûr qu'on peut mettre à jour un traité d'amitié de voisinage, surtout que les rapports de force ont considérablement évolué au cours de ces 30 dernières années. Le Maroc de 1991 n'est plus le Maroc de 2022. Et je pense que les deux parties ont compris cela et travaillent dans ce sens. Donc ce traité d'amitié, même s'il était un traité d'amitié assez avancé pour son temps, aujourd'hui doit céder la place à un nouveau traité d'amitié où on prend en considération l'ensemble des problématiques qui ont évolué au cours des 30 dernières années, la lutte contre le terrorisme, la coopération migratoire, la nouvelle position espagnole sur le dossier du Sahara et puis surtout les ambitions de développement économique des deux parties. Donc je pense, oui, c'est le moment de mettre à jour ce traité d'amitié. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. Aujourd'hui, il faut insister d'abord sur des relations équilibrées, des relations de vrai bon voisinage, parce que n'oublions pas qu'à la suite de l'affaire de Boumtouche, le Maroc avait repris ce traité de bon voisinage pour dire que l'acte de Madrid était contraire à cet accord à ce traité de bon voisinage. Donc le Maroc lui a rappelé, et que c'est pas comme ça que deux partenaires se comportent l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ce traité a été mis sur la table. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a une force dans les relations internationales et qui montre que deux pays qui ont beaucoup de choses à partager ne peuvent pas se comporter d'une manière qui n'est pas digne
de ces traités d'amitié et de bon voisinage. Donc aujourd'hui, le Maroc doit inscrire dans ce traité d'abord l'évolution historique de l'Espagne sur le dossier du Sahara. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est une évolution historique, c'est l'évolution la plus importante dans ce dossier, parce que l'Espagne est l'ancienne puissance colonisatrice. Le nouveau traité de bon voisinage doit inscrire la question de développement économique à la tête des priorités. Le Maroc est un pays émergent. Le Maroc a besoin de ses partenaires en matière d'investissement, de transfert de technologie et d'accélération des flux d'échanges commerciaux, notamment en ouvrant le marché espagnol. Tout à l'heure, vous avez posé la question à mon prédécesseur, M. Cherkaoui, sur la formation, sachant que la formation est un élément de soft power d'un pays. Donc l'Espagne doit aider le Maroc dans ce sens, notamment sur tout ce qui est formation professionnelle, où l'Espagne a une avance dans ce sujet. Donc vous voyez, donc il y a une pluralité de sujets sur lesquels on peut remettre à jour le traité d'amitié de bon voisinage, et je pense que ça devrait refléter le nouvel esprit de partenariat entre l'Espagne et le Maroc, en espérant que le chapitre de l'année dernière soit un mauvais souvenir de l'histoire, parce que n'oublions pas que souvent on a de vieux démons qui peuvent revenir. Je pense que c'est une page qui sera tournée par l'Espagne, mais le Maroc doit rester vigilant. N'oublions pas que l'Espagne occupe toujours 2 villes marocaines et des îles marocaines, donc c'est quelque chose qui doit revenir un jour sur la table des négociations. Donc voilà, donc il y a un ensemble d'éléments sur lesquels on pourrait discuter dans le cadre de ce nouveau traité d'amitié de bon voisinage, et qui doit refléter le Maroc de 2022 et non pas le Maroc de 1991. Très bien. Merci beaucoup, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir enrichi ces discussions. Merci à vous, et merci également à Sidris Issaoui et Khalid Cherkaoui Smouni. Merci à vous, messieurs, également. Merci. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.